La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour cette quotidienne FM NBA. Comme à notre habitude, on enchaîne avec l'actualité des playoffs NBA les amis. Nous sommes donc à la fin, nous tirons la fin du premier tour des playoffs qui est là, hein, puisque nous avions les derniers matchs avec celui des Rockets face au Thunder d'Oklahoma City dans ce Final Game 7 qui s'est joué dans la nuit. On y reviendra. Et bien entendu, on n'oublie pas le début du deuxième tour, de ces demi-finales, avec notamment les Bucks de Milwaukee face aux Heat de Miami, surtout dans le Game 2. On y reviendra aussi. Bien entendu, on n'oublie pas les toutes dernières news, les amis. On va commencer, comme à notre habitude, par les dernières news. Permettez-moi de vous faire... on va commencer par aller du côté des Cleveland. Des Cavs de Cleveland. Pourquoi est-ce qu'on va du côté des Cavs de Cleveland? Vous savez, lorsque les saisons s'arrêtent du côté de la Ligue, généralement, chaque année, les équipes les équipes marketing, hein, on va dire ça comme ça, hein, des teams NBA, se remettent au travail pour trouver des nouveaux maillots. Hein. Ils refont les maillots, tout simplement. Enfin, ils ajoutent une nouvelle gamme de maillots, tout simplement. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses des franchises. Alors, du côté des Hornets de Charlotte, ils ont dévoilé un nouveau maillot et un nouveau parquet même. Hein. Ils ont refait leur parquet, hein, du côté de la franchise de Michael Jordan. Et ils ont refait aussi, ils ont montré aussi de nouveaux maillots. Alors, j'ai pas apporté au niveau de Radio Basket, on n'a pas apporté plus d'attention à ce nouveau maillot puisqu'il ressemble assez bien à un maillot rétro. Donc, c'est un nouveau maillot qui vient de sortir. Il circule sur les réseaux sociaux. Si vous avez dû le voir passer quelque part. Sinon, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, faites-nous signe. Hein. On n'hésitera pas à vous envoyer, un lien où vous pouvez voir ce maillot. Il n'y a pas de souci. L'info que je voulais partager avec vous, ça concerne les Cavs de Cleveland cette fois, puisque les Cavs de Cleveland ont dévoilé leur nouveau maillot. Ils ont dévoilé leur nouveau maillot. Et il a une particularité, ce maillot de Cleveland. Je vais vous expliquer pourquoi après cette petite intro de la présentation du maillot de Cleveland. Je vous fais écouter ça et on enchaîne, je vous explique la suite. Alors c'est un véritable. Alors les Cavs ont fait un montage un petit peu bizarre, on va dire ça comme ça. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Alors sur cette vidéo, hein, je vous l'explique. Hein, c'était une vidéo, vous la voyez pas vu que vous écoutez. Mais pour ceux qui ont un petit peu les oreilles, vous avez dû entendre le commentateur du match crier le nom de Michael Jordan. Alors c'est une vidéo où on voit Michael Jordan, une vidéo dans les années 90, où on voit Michael Jordan donner la victoire à son équipe des Bulls de Chicago face aux Cavs de Cleveland. Alors pour ceux qui s'en souviennent, hein, Michael Jordan a été l'un des joueurs qui a véritablement fait souffrir la franchise des Cavs de Cleveland dans son histoire. Il les a régulièrement, les Bulls de Chicago de Michael Jordan ont régulièrement par le passé éliminé les Cavs de Cleveland en playoff. Ils ont régulièrement battu tout simplement. Et donc pour cette saison, pour les prochaines saisons, les Cavs de Cleveland auront donc le logo de Michael Jordan, le Jumpman logo. Hein, le logo de la franchise, de la marque Michael Jordan qui s'appelle Jumpman. Ce logo sera donc inscrit sur le maillot, il est inscrit sur le maillot des Cavs de Cleveland.
Donc les Cavs, ils ont fait une petite pub pour rigoler un petit peu de ça. Ils ont fait une pub avec un peu d'humour où on voit Michael Jordan tirer sur une fin de match. Et Michael Jordan tire et il coupe la scène où il montre une autre scène où il voit le ballon qui ne rentre pas dans le panier et il pose la question est-ce que vous savez que ça s'est passé comme ça? Michael Jordan est revenu à Cleveland. Michael Jordan, Jumpman is back in Cleveland, et on voit donc le maillot, ce maillot qui est donc présenté dans cette vidéo. Donc c'est un montage tout pourri, hein. Je vous le dis, c'est un montage tout pourri où on voit Michael tenter ce tir et il coupe la scène. Au lieu de voir le ballon rentrer dans le panier, on voit plutôt le ballon qui passe à côté et puis voilà. Donc les Cavs qui ont donc dévoilé ce maillot en hommage au titre de 2016, hein. C'est le maillot ce maillot en hommage au titre de 2016. Vous voyez le maillot de champion des Cavs de 2016, c'est ce maillot qu'ils ont ressorti avec le logo de Michael Jordan. Je pense bien que c'est le deuxième. Attends, parce qu'il y a pas, c'est pas tous les maillots hein, de la ligue qui portent le logo de Michael Jordan. Il y a le maillot des Hornets de Charlotte. Il y a le maillot des Cavs de Cleveland, donc j'ai cité. Il me semble qu'il y a aussi le maillot des Pistons de Détroit. Je suis pas certain. Il faudrait qu'on vérifie l'info dès que possible. Voilà. Et ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est cette précision concernant l'intégration du maillot de Michael Jordan sur le maillot des Cavs de Cleveland, Jumpman logo sur le maillot des Cavs de Cleveland, ce maillot de l'édition 2016 où ils ont été champions qui est donc ressorti. On enchaîne, on va du côté du Jazz d'Utah avec Donovan Mitchell qui devrait signer une prolongation maximum dès l'ouverture de la Free Agency. On rappelle que la saison du Jazz s'est finie prématurément de façon assez dure au terme d'un Game 7 qui s'est joué dans les toutes dernières secondes. Une défaite difficile à encaisser pour les hommes de Quinn Snyder qui ont mené 3-1, on rappelle, dans cette série, sous l'impulsion d'un Donovan Mitchell énorme qui a terminé la série avec 36 points de moyenne. Il a shooté à 52% et il était très fort à 3 points. Il était à 33 sur 64. Donovan Mitchell sera donc la saison prochaine dans la dernière année de son contrat et ses performances lors de ses playoffs après des playoffs 2019 qui étaient ratés étaient très attendues puisqu'il est éligible à la signature d'une prolongation. Il y avait des interrogations concernant le contrat max. Est-ce qu'il en mérite un? Cela faisait débat, mais après de telles performances lors de ces playoffs dans la bulle, même si la qualification n'était pas au bout, les arguments contre sont sans doute moins nombreux. Donc les rumeurs parlent donc de la proposition d'un contrat max pour Donovan Mitchell. Pour le moment, impossible de connaître le montant de cette prolongation, mais cela devrait se situer aux alentours des 170 millions de dollars sur 5 ans. On ne sait pas non plus quand la Free Agency va démarrer puisque la Ligue n'a pas encore avancé les différentes dates. Donc vous l'aurez compris, le Jazz veut mettre toutes ses chances de leur côté pour garder leur superstar. Vous avez vu, pour ceux qui ont suivi les talk shows, vous savez que Donovan Mitchell a notamment excellemment brillé pendant ces playoffs, en tout cas sur le plan individuel. On va enchaîner. On enchaîne avec les news avec la NBA qui met Marcus Morris et Luka Doncic à l'amende. On rappelle que malgré quelques moments de tension lors de la série entre les Clippers et les Mavericks, il a fallu attendre le Game 6 pour que la NBA prenne très tardivement des mesures pour sanctionner les deux joueurs. Tout d'abord, Marcus Morris qui écope de $35,000 d'amende pour avoir frappé dangereusement Luka Doncic au-dessus des épaules, ce qui lui a valu une faute flagrante de niveau 2 et une expulsion. Luka Doncic a également écopé de $15,000 d'amende pour avoir lancé le ballon sur les jambes d'un arbitre. Voilà, les choses sont claires. On rappelle que cette série a été tendue entre les deux joueurs. Luka Doncic se plaignant régulièrement des fautes dangereuses de Marcus Morris à son endroit. Voilà donc ce que l'on peut partager avec vous. Sinon, on a aussi du côté du Magic d'Orlando, le Magic d'Orlando qui devrait prendre la décision concernant Markelle Fultz de le faire jouer désormais titulaire. C'est Jeff Weltman
déclaré. Markel Fultz, on rappelle, un ancien numéro 1 de la draft par les Sixers de Philadelphie, a surpris dans le bon sens du côté d'Orlando. On rappelle que sa santé était un véritable problème depuis un moment. Il a joué 72 des 73 matchs possibles du Magic et désormais Jeff Weltman précise que son joueur mérite d'être dans le 5 de départ. Il a déclaré: ce que j'espère pour Markel Fultz, c'est que nous arrêtions tous de parler de ce qu'il a fait avant de venir ici et que nous commencions à le juger comme le joueur qu'il est. Il faut lui donner du crédit car il s'est enfin mis dans la situation d'être jugé pour ses qualités. Alors ok, je l'avoue, sa saison rookie était difficile, mais désormais il a prouvé qu'il avait le niveau pour être un meneur titulaire doté d'un talent immense. Il possède un mental et des qualités physiques qui ne peuvent pas être enseignées. Voilà, Jeff Weltman, président du Magic d'Orlando. On rappelle qu'avec le Magic, il y a un an, ils ont décidé d'activer l'option du meneur de jeu pour la saison 2020-2021. Il reste encore au moins une saison à passer pour Markel Fultz sous le maillot du Magic. À lui maintenant de continuer à prouver que tous ceux qui l'avaient jugé sévèrement à ses débuts se sont finalement complètement trompés. Moi, je pense que c'est une bonne décision de prendre de mettre Markel Fultz titulaire au Magic d'Orlando. Il mérite cette place. C'est un joueur, c'est un excellent joueur, un joueur avec de grosses qualités. Le seul problème de Markel Fultz, c'est au niveau de sa santé. Il a eu des soucis de santé, mais comme on l'a dit, il a joué 72 et 73 matchs. Il est plutôt en forme. Il avait aussi un problème de santé au niveau de son tir, notamment au lancer franc. Je pense qu'il a dû aussi le régler aussi, ça a dû se régler. En tout cas, il y a peu d'éléments qui vont à l'encontre de la titularisation de ce joueur du côté du Magic d'Orlando pour la saison prochaine. On verra ce que décidera le head coach de cette franchise. Allez les amis, on va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Game 7, Westbrook taking over at the offensive end. And Westbrook, 8th year in the league. And still a lot of bounce in those steps. Gordon on the drive. Over Steve. They got to get busy here. Chris Paul stepped out of bounds. Take on the Los Angeles Lakers. Schroeder on Gordon. Westbrook trying to get downhill against Dort. Great crossover. Allez les amis, vous l'aurez compris, c'est la rencontre, le Game 7 tant attendu qui va donc départager les deux équipes, à savoir le Thunder d'Oklahoma City et les Rockets de Houston. On rappelle que derrière Luguentz Dort. Derrière Luguentz Dort, j'ai souvent du mal à prononcer le nom de ce joueur. On rappelle que... Donc on enchaîne, excusez-moi, je rigole parce que je n'arrive pas à prononcer le nom de ce joueur correctement. Allez, on enchaîne. Alors, je suis pas le seul, même le commentateur américain, il a quelques soucis avec son nom. On rappelle donc que ce Game 7 entre le Thunder et les Rockets a tenu toutes ses promesses cette nuit, et même si cela ne s'est joué à rien du tout, c'est finalement les Rockets de Houston qui s'en sont sortis au bout d'un suspense jusqu'au bout de cette rencontre. 104-102, le Thunder d'Oklahoma City mené 103-102 à 4,8 secondes de la fin après un flotteur réussi par PJ Tucker. En réponse aux 3 points de Shai Gilgeous-Alexander, James Harden est venu placer un contre. Oui les amis, James Harden, ce n'est pas souvent dans ces moments-là qu'on le voit. Ce n'est pas dans ces instants que l'on a l'habitude de voir James Harden en évidence. Et cette fois, il a démontré qu'il est capable d'être aussi clutch sur le côté défensif de son jeu. C'est très très rare. Donc on y reviendra lors de nos prochaines éditions longues. James Harden qui, donc dans les 4 dernières secondes, a réussi à placer un contre très important sur Luguentz Dort en feu dans ce match. Luguentz Dort qui était à 30 points, 6 sur 12 au tir à 3 points pour éteindre les espoirs du Thunder d'Oklahoma City. James Harden était à 17 points, 4 sur 15 au tir, 9 passes.
et sur ce match. Et j'ai dit Luguentz Dort, c'était lui le meilleur joueur du Thunder avec 30 points. L'équipe a eu plusieurs occasions derrière, mais n'a pas su les concrétiser. Donc, je parle du Thunder d'Oklahoma City. Après un lancer rentré en 2 temps de Robert Covington, Danilo Gallinari a raté un lancer franc obtenu après une faute de James Harden au moment de la remise en jeu Donc, je disais qu'après un lancer franc raté en 2 temps de Robert Covington, Danilo Gallinari a raté un lancer franc obtenu après une faute de James Harden au moment de la remise en jeu et avec encore 1 seconde derrière pour tenter d'égaliser ou de gagner. Le Thunder d'Oklahoma City a perdu le ballon sur une interception de PJ Tucker. Derrière, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander a terminé avec 19 points à 6 sur 11 au tir pour le Thunder. Chris Paul était à 19 points, également à 5 sur 11 au tir, en plus de 11 rebonds et 12 passes. Chris Paul a perdu 6 ballons dans ce match, dont un ballon très important à 3 minutes de la fin de la période, alors que son équipe était menée 101 à 99 et il aurait eu sa chance pour tenter un tir important qui aurait gardé son équipe devant au score. Côté Rockets, Robert Covington et Ray Gordon se partagent le titre de meilleur marqueur du match avec 21 points chacun. Russell Westbrook, qui n'a pas réussi dans ce match, a terminé avec 20 points. Il était à 9 sur 20 au tir et 9 rebonds. À 39% au tir, à savoir 17 sur 49 à 3 points seulement sur le match, les Rockets de Houston n'ont néanmoins perdu que 12 ballons contre 21 ballons perdus par le Thunder d'Oklahoma City. Les Rockets, devant 61-59 à la mi-temps, ont remporté le troisième quart-temps 24-21 avant d'être dominés 22-19 dans les 12 dernières minutes. L'avantage a changé 15 fois de camp au cours du match qui a compté 13 moments d'égalité. Les Rockets de Houston vont retrouver donc les Lakers en demi-finale de cette conférence Ouest. Vous l'aurez compris, je l'ai dit en début de présentation de ce game, c'est James Harden qui a donné la victoire finale aux Rockets de Houston sur un énorme contre sur Luguentz Dort en feu dans ce match. 30 points, 6 sur 12 au tir à 3 points. James Harden, lui, était à 17 points sur ce match. Je voulais préciser un match très compliqué, un match défensif, ultra défensif, donc les décisions ont été données sur la fin de ce match avec ce contre de James Harden, les Rockets qui étaient devant au score et James Harden qui a donné la victoire définitive aux Rockets dans ce game 7 avec un ultime contre, avec un contre décisif sur Luguentz Dort. Match très passable aussi de la part de Russell Westbrook, je l'ai dit. Il n'était pas en réussite dans les derniers instants de ce match, mais il a terminé le game avec 20 points, 9 sur 20 au tir et 9 rebonds. On va aussi regretter le match de Chris Paul. Chris Paul qui a perdu 6 ballons dans ce game. C'est rare. Chris Paul qui généralement est un meneur il a une très très grosse maîtrise de son jeu. Chris Paul fait partie de ces meneurs de jeu de la NBA qui perdent très très peu de ballons, voire même pas du tout. Ça arrive régulièrement que Chris Paul réalise des matchs avec 0 ballon perdu, mais sur ce game 7, on sent véritablement que physiquement ça tirait énormément et il a perdu notamment un ballon très important à 3 minutes de la fin qui aurait pu permettre à son équipe de garder l'avantage et les Rockets en ont profité pour passer devant et James Harden a sécurisé la fin de ce match, je l'ai dit, avec ce contre sur Luguentz Dort. Voilà. Les carottes sont donc cuites. Le Thunder, Chris Paul et le Thunder vont pouvoir se reposer et James Harden va enfin pouvoir regarder LeBron James et les Lakers de Los Angeles les yeux dans les yeux pour la demi-finale de cette conférence Ouest. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Switches it home. And stripped by Derek Jones. Adebayo setting the screen for Dragic. Calls for it again. The shot clock down to 7.
Allez les amis, on enchaîne avec ce Game 2. C'est Game 2 les amis qui oppose donc les Bucks de Milwaukee au Heat de Miami. La série la plus intense de cette conférence, en tout cas du côté de la conférence Est. La seule série d'ailleurs, il n'y en a pas d'autre. Mais c'est une série très très intense, hein, très très intense avec les Bucks de Milwaukee qui font face véritablement à une équipe du Heat incroyable à voir jouer les Bucks de Milwaukee qui réalisent véritablement que les playoffs ce n'est plus la saison régulière et le de Miami qui démontre sa culture, la culture des playoffs en tout cas, hein, avec Pat Riley qui a vraiment intégré cette culture au sein de cette franchise. Mais trêve de blablabla, revenons dans le résumé, c'est ça qui nous intéresse maintenant puisque Giannis et les Bucks de Milwaukee ont tout fait pour revenir dans les dernières secondes du Game 2 entre les Bucks et ils ont tout fait pour revenir dans les dernières secondes du Game 2, mais ça n'a pas suffi. Les deux équipes étaient à égalité avec 0 seconde à jouer avant une éventuelle prolongation. Jimmy Butler, qui était déjà clutch, auteur de 40 points au Game 1, a signé un parfait 2 sur 2 sur la ligne des lancers francs pour offrir la victoire, les amis, au Heat de Miami sur un score de 116 à 114. Et donc, le 2-0 du côté du Heat de Miami. On rappelle que mené 110 à 101 à 3 minutes 32 de la fin, les Bucks Milwaukee avaient réussi à égaliser 114 partout sur 3 lancers francs de Chris Middleton, qui était à 23 points sur ce match, à 4 secondes du buzzer final. C'est Giannis Antetokounmpo, 7 points qui a scoré 7 points sur le 12-4 de son équipe pour recoller le score, qui a ensuite fait faute sur Jimmy Butler sur une tentative de shoot dans le corner. Et c'est cette faute qui a envoyé la star sur la ligne des lancers francs. L'histoire aurait pu moins bien se terminer pour Jimmy Butler, qui était à 13 points, 13 sur 8 au tir et 6 passes, et qui sur une mauvaise passe a perdu un ballon ayant permis aux Bucks de revenir à 113-111 sur un lay-up de Brook Lopez à 8 secondes de la fin. Quelques instants plus tard, il a signé un 1 sur 2 au lancer franc pour donner 3 points d'avance au Heat de Miami, juste avant les 3 lancers francs accordés à Chris Middleton sur une faute de Goran Dragic qui était à 23 points, à 8 sur 18, 5 rebonds et 4 passes. Accompagné au scoring par Tyler Hero, 17 points, Jay Crowder, 16 points, Bam Adebayo, 15 points, Duncan Robinson, 13 points, Kelly Olynyk, 11 points. Le Heat qui reste toujours invaincu dans ces playoffs. On rappelle aussi que devant 90-86 à l'entame du 4e quart-temps, puis rapidement mené pour la première fois depuis le premier quart-temps en début de période suite à 3 lancers francs accordés à Chris Middleton et un 3 points de Kyle Korver, le Heat de Miami devant jusqu'à 13 points dans ce match n'est jamais mené depuis le 3 points, a répondu en marquant 13 des 15 points suivants, non seulement pour définitivement repasser devant, mais pour reprendre 10 points d'avance, 103-93 sur un 3 points de Jay Crowder à 7 minutes 50. Le Heat de Miami, coupable de 5 fautes sur des tentatives à 3 points adverses, a terminé à 17 sur 45 à 3 points. Les Bucks de Milwaukee, donc je disais, le Heat de Miami, coupable de 5 fautes sur des tentatives à 3 points adverse, donc 2 de Lopez en l'espace de 26 secondes dans le premier carton, a terminé à 17 sur 45 à 3 points. Les Bucks de Milwaukee étaient à 7 sur 25 plutôt. Les Bucks de Milwaukee étaient à 7 sur 25 à 3 points. Le Heat a inscrit 17 points sur contre-attaque contre 9 points pour les hommes des Bucks de Mike Budenholzer. Donc d'une faute dans un match où il y a eu 71 fautes, les amis. Donc 2 fautes flagrantes et une faute technique. Vous avez compris, un match très serré. Et le match s'est joué à la fin, je l'ai dit en début de présentation, c'est à la fin, il restait, je reviens sur cette fin, il restait 0 secondes à jouer pour une éventuelle prolongation. Jimmy Butler a signé les lancers francs, 2 lancers francs qui ont donné la victoire à son équipe suite à une faute réalisée par Giannis Antetokounmpo sur une tentative de tir pour donner l'avantage à son équipe. Voilà, comme je l'ai dit, Giannis Antetokounmpo qui était à 29 points, 10 sur 18 au tir, 14 rebonds et 3 passes, donc a tenté a fait faute sur Jimmy Butler sur une tentative de shoot dans le corner à la fin du game. On l'a dit, il restait 0 secondes à jouer et Jimmy Butler est allé au lancer franc
et a mis les 2 lancers francs qui a donné l'avantage. 116 pour le Heat de Miami, 114 pour les Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui ont tout tenté véritablement pour rester collés au score. Plusieurs fois le score était véritablement très très serré et les deux équipes ont tout donné dans cette rencontre. Mais c'est tout ça pour dire que le Heat n'a pas dominé les Bucks n'ont pas dominé le Heat véritablement, et c'est sur la fin que tout s'est joué dans les dernières secondes avec les 2 lancers francs de Jimmy Butler qui lui permet de donner la victoire finale à son équipe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show, cette quotidienne FMNBA est donc à présent clôturée. On termine avec le résumé de ces 2 rencontres. Voilà, vous l'aurez compris, du côté des Bucks, du côté de cette rencontre qui a opposé les Bucks de Milwaukee au Heat de Miami. Une fin bizarre pour les Bucks de Milwaukee de voir ce match leur échapper sur les 2 lancers francs qui ont donné la victoire à cette équipe du Heat. Jimmy Butler qui clôture le game avec 2 lancers francs sous les yeux d'un Giannis Antetokounmpo qui va passer toute la nuit qui passe toute la nuit à se poser la question de savoir est-ce que c'était la bonne décision de faire faute sur Jimmy Butler, faute ou pas. En tout cas, même le coach Mike Budenholzer a précisé après le match que c'est véritablement compliqué de réfléchir, de réfléchir clairement et de donner une position, en tout cas un avis clair concernant la prise de décision de l'arbitre de siffler faute sur cette tentative de bloc de Giannis Antetokounmpo sur Jimmy Butler, qui l'a envoyé donc au lancer franc et qui a donné la victoire au Heat de Miami sur la fin, 116 à 114. Donc voilà ce que l'on peut dire, un match très très serré. Il n'y a véritablement pas grand chose à dire sur ce match. On n'a pas véritablement, on peut pas se positionner en disant voilà les Bucks sont pas bien joués. On peut pas dire que les Bucks n'ont pas pu si on est un gros fan des Bucks, peut dire voilà les Bucks n'ont pas pris l'avance sur ce match, les Bucks n'ont pas maîtrisé le Heat de Miami. Mais comment est-ce que vous voulez maîtriser une équipe comme le Heat de Miami qui a cette culture des playoffs? C'est quelque chose de très, c'est quelque chose historique. C'est dans l'histoire, c'est dans la culture de cette équipe du Heat de Miami. C'est une équipe très très difficile à jouer, notamment en playoffs. Le Heat de Miami et les Celtics, ils ont presque le même ADN. C'est 2 équipes très très dures à jouer. Lorsqu'on se pose la question de savoir comment est-ce que les Celtics ont sweepé les Sixers de Philadelphie, c'est tout simplement parce que ce sont des équipes qui en playoffs ont cette culture de la défense d'abord. C'est des équipes c'est très compliqué de les faire bouger. Et véritablement, Giannis et les Bucks commencent, s'ils ne s'en sont pas encore rendus compte depuis les dernières années, ils s'en rendent compte encore aujourd'hui. Et le Heat de Miami qui prouve véritablement qu'ils ont les pieds bien ancrés dans leur basket et qu'ils ne laissent rien passer. Du côté du Heat de Miami, même si le 5 majeur a globalement souffert, on rappelle que Jimmy Butler était à -2, Jay Crowder était à -4, Goran Dragic -2, c'est une équipe qui a plutôt bien joué son coup, surtout avec Jimmy Butler a été très maladroit, parce on rappelle qu'il a terminé avec 40 points dans le game 1, dans le game 2 il était à 13 points, il était à 3 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points, il n'y a qu'au lancer franc qu'il a bien réglé la mire, il était à 7 sur 8 les amis, donc sur la fin il n'y avait pas moyen de rater les 2 lancers francs que les Bucks espéraient qu'il le rate clairement. Donc très très gros match en défense du Heat de Miami avec un Jimmy Butler très très moyen en attaque, mais qui en défense a prouvé qu'il pouvait, collectivement l'équipe a prouvé qu'elle pouvait regarder les Bucks les yeux dans les yeux, et ils l'ont fait à 2 reprises avec ces 2 victoires enclenchées. Du côté des Bucks Milwaukee, il y a de gros regrets avec cette incapacité qu'a eu le banc, parce que c'est surtout le banc qui a eu du mal avec le banc qui a eu du mal avec plusieurs joueurs en plus-minus négatif. Donc le banc n'a pas réussi à porter, en tout cas à soutenir l'effort des titulaires
dans ce game, même si le match était assez serré, je vous l'ai dit. Donc Giannis a une performance qui reste dans ses standards. 29 points pour Giannis, 14 rebonds, 3 passes, 1 contre. Mais il était à moins 7 en plus-minus Giannis. Donc il a eu quelques difficultés aussi pour s'imposer face à cette équipe du Heat de Miami qui a véritablement tout donné. Et la fin est injuste, en tout cas pour les fans des Bucks. La fin de ce Game 2 est une injustice pour les fans des Bucks avec ces 2 lancers francs qui donnent la victoire définitive à cette équipe du Heat de Miami avec Jimmy Butler à 7 sur 8 lancers francs qui ne badine pas sur cette fin de match. Je pense que Mike Budenholzer pourra se tirer les cheveux. Je pense qu'il y a des décisions qui auraient dû être prises qui n'ont pas été. C'est compliqué de dire voilà, les joueurs des Bucks n'ont pas donné ce qu'il fallait. Ils ont donné ce qu'il fallait. Ils ont fait véritablement ce qui était dans leur capacité niveau physique. Ils ont tout donné jusqu'à la fin. Et le Heat de Miami n'a rien lâché. Donc on peut pas dire que c'est les Bucks qui ont lâché ce match. On peut pas dire que les Bucks n'ont pas tout donné pour la victoire. On va simplement dire que la fin leur a donné la fin de ce match ne leur a pas permis d'avoir la victoire, tout simplement parce que Jimmy était au lancer franc, il les a mis et puis il s'est rentré dedans et puis c'est terminé. Voilà, on va passer à autre chose, on va oublier ce game 2 et puis on va laisser les Bucks se concentrer sur le game 3 en espérant qu'ils arracheront au moins une victoire pour la suite de cette série. Sinon il faudra s'attendre à une incroyable sortie sous un sweep, même si moi personnellement j'ai pas envie d'y croire. Je refuse d'y croire que le Heat de Miami soit capable de sweeper les Bucks de Milwaukee, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Qui aurait pu prédire le sweep des Sixers face aux Celtics de Boston? Moi, je n'en fais pas partie. Si vous faites partie de ceux qui prévoyaient le sweep des Sixers de Philadelphie face aux Celtics, j'ai bien envie de vous entendre. Moi, personnellement, j'y croyais pas. Donc, est-ce que vous croyez voir un sweep du côté de la série qui oppose les Bucks au Heat de Miami? Je pense qu'il y a très très peu de personnes qui vont lever le doigt et dire que moi, je crois véritablement à un sweep. Non, les Bucks vont se battre pour arracher le Game 3 et puis on va continuer à espérer pour la suite de cette série. En tout cas, pour cette équipe, il faut véritablement féliciter le Heat de Miami. Le Heat de Miami qui continue à démontrer et qu'ils sont véritablement une équipe à voir autrement en play-off. Cette culture de la défense, cette culture de la gagne, véritablement ancrée dans l'histoire de cette franchise. Ils l'ont encore démontré dans ce Game 2. On va parler cette fois du Game 7, le Game 7 qui a opposé le Thunder d'Oklahoma City aux Rockets de Houston. Un match aussi où James Harden, les stars de cette équipe étaient véritablement très très mauvaises. En tout cas, ils ont fait un mauvais match, James Harden et Russell Westbrook. Mais l'essentiel n'est pas toujours de bien attaquer. L'essentiel, c'est aussi de bien défendre. Et James Harden l'a démontré sur la fin de match avec cet énorme contre qu'il a réalisé sur Luka Dort pour donner la victoire à son équipe. 104 à 102. James Harden, je vous l'ai dit, dans ce match n'a pas été très performant. Il était à 17 points sur ce game. 17 points sur ce game pour plus 9 en plus-minus. Russell Westbrook a scoré un peu plus avec 20 points, moins 3 en plus-minus pour Russell Westbrook. Robert Covington, 21 points, 5 points pour PJ Tucker qui a eu plus 6. Énormément de grosses défenses de la part des Rockets de Houston qui se sont véritablement concentrés sur cet aspect de leur jeu face au Thunder d'Oklahoma City. Grosse défense, ça il faut vraiment le reconnaître. Mike D'Antoni a beau imposer un small ball dans cette équipe du côté des Rockets, ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de défendre. Ils le prouvent, ils ont tout donné, ils ont donné le cœur de leur jeu dans cette défense. Ils l'ont appliqué jusqu'à la fin avec ce gros contre de James Harden sur Luka Dort qui donne la victoire au Rockets Squad, qui garde l'avance de son équipe
qui garde l'avance de son équipe sur le Thunder d'Oklahoma City 104-102. En face, Chris Paul peut avoir des regrets. Chris Paul, 40 minutes de temps de jeu pour Chris Paul pour 19 points, moins 5 en plus-minus. Il a perdu quand même 6 ballons, Chris Paul. C'est quelque chose d'assez rare pour le meneur star du Thunder d'Oklahoma City, dont un ballon très important perdu à 3 minutes de la fin qui aurait pu donner l'avantage à son équipe, mais les Rockets en ont profité pour repasser devant et maintenir le score avec le contre de James Harden sur les dernières secondes sur le tir de Luka Dort qui a terminé le match avec 35 minutes de jeu pour 30 points, 4 rebonds, une passe décisive et un contre. Voilà, Chris Paul, je l'ai dit, va pouvoir se reposer. Ils vont pouvoir se reposer. Est-ce qu'il faut avoir des regrets pour le Thunder d'Oklahoma City? Je ne pense pas. Je pense véritablement que les Rockets étaient favoris dès le départ de cette série, même si on savait que la rencontre allait être difficile. On savait que la rencontre devait aller jusqu'à 7 matchs. Je l'avais dit régulièrement dans les quotidiennes. Et je pensais véritablement que les Rockets allaient passer. Je vous l'ai dit, je vous l'avais dit plusieurs fois, même si au début je me suis dit bien malin sera celui qui pourra dire qu'il n'y aura pas Game 7 dans cette série. Il y a eu Game 7 et la logique de mon point de vue là a été respectée puisque les Rockets sont passés devant. Ils vont pouvoir retrouver LeBron James et les Lakers de Los Angeles et on va pouvoir vivre une autre superbe série avec cette demi-finale du côté de la conférence. Cette demi-finale du côté de la conférence Ouest. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. J'espère que vous avez apprécié. C'était Oncle Phil Basket. Je vous invite à rester connecté sur les ondes radio Hall of Fame Basket puisque nous avons l'analyse du Game 2, l'analyse complète réalisée par Dino Talks de Mike Laviole, représentant de l'Express Canada, partenaire radio Hall of Fame Basket qui décortique le Game 2 des Raptors de Toronto face aux Celtics de Boston et qui vous explique pourquoi est-ce que les Raptors n'ont pas gagné ce Game 2, pourquoi est-ce que les Raptors sont en manque d'adresse. C'est un véritable problème. Je vous invite à écouter ce talk show très intéressant, une bonne vingtaine de minutes pour comprendre ce qui se passe et vous allez aussi suivre la preview du Game 3 qui va donc se jouer ce soir, qui va donc opposer les Raptors aux Celtics de Boston. Restez connectés sur Radio Basket, la radio partenaire officielle NBA, la radio numéro 1 sur le digital pour les francophones. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.